Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir ce soir au Collège de France pour la 4e table ronde du cycle « Le futur en héritage ». Le sujet de cette soirée sera donc, comme vous l'avez vu, l'adaptation des écosystèmes face aux nouvelles conditions climatiques. Mais avant de commencer, j'aimerais dire quelques mots sur la genèse de cette initiative, dont les étudiants d'Alma Mater sont les principaux, je dirais, protagonistes. C'est lors d'une entrevue, d'ailleurs, scientifique, avec Harry Humbert, alors président de l'association, que notre discussion a dévié sur des problématiques liées à l'environnement. Sujet qu'Hubert me disait, fréquemment discuté au sein d'Alma Mater. La connexion avec Avenir commun durable est alors apparue évidente. Le but de l'initiative d'ACD est, je le rappelle, d'apporter une parole plurielle au grand public et aux jeunes sur la transition énergétique et écologique. Naturellement, au vu des intérêts partagés, l'idée de mettre en place le cycle de conférences, certes sous le patronage du Collège de France, mais à l'initiative des étudiants motivés, ici présents, a vu le jour. Nous voulions tout simplement leur offrir un espace de transmission et d'écoute dans lequel ils puissent traiter des problèmes d'actualité. Les jeunes d'Alma Mater, non contents de concevoir ce projet, l'animent table ronde après table ronde, et ce avec succès. Merci à vous, Henri et Jules, ainsi qu'à vos collègues de porter un tel projet. Je n'oublie pas bien sûr de mentionner le soutien de Benjamin Campèche, responsable d'Avenir commun durable pour le Collège de France. C'est donc avec plaisir que je parraine ce soir cette table ronde, ô combien importante, sur l'adaptabilité des écosystèmes face aux conséquences du changement climatique. Cette question n'est pas du tout étrangère à notre institution, car nous avons une chaire annuelle également nommée « Avenir commun durable », traitant des différentes facettes de ce problème, sur la biodiversité et ainsi de suite. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous deux excellents scientifiques qui vont traiter de la biodiversité urbaine, également de la biodiversité agriculture, et j'espère qu'ils vont montrer comment l'être humain peut avoir un rôle dans tout cela. J'en dirai pas plus, et je vais tout simplement laisser le plaisir à Henri et Jules, que vous voyez ici, de vous présenter immédiatement vos fonctions et vos expertises. Sur ce, je vous remercie infiniment. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux et nombreuses pour cette avant-dernière conférence de ce premier cycle que nous organisons donc avec Avenir commun durable. C'est toujours un honneur, en tout cas, d'être présent ici avec vous et puis au sein de cet illustre bâtiment. Alors, pour commencer, je vais vous faire une petite introduction avant d'engager les échanges avec nos invités. Ce soir, donc, nous avons choisi un sujet qui nous tenait à cœur puisqu'il s'agit d'un sujet où tout le monde s'est déjà posé la question par rapport à une forêt, des êtres vivants, comment vont-ils s'adapter avec ces changements qui sont si rapides que nous pouvons voir au quotidien dans les médias. Donc pour commencer, vous savez tous déjà bien les transformations que nous voyons donc, dans ces médias, avec ces images qui tournent de l'affectation par la montée des eaux et par la fonte du pergélisol, donc du permafrost, mais aussi bien les méga-feux qui sont actuellement un problème majeur, notamment au Canada et dans le reste des États-Unis aussi. Donc, vous avez également, l'affectation humaine, puisque vous savez très bien qu'il y a une affectation de par la surexploitation des sols pour l'agriculture, mais aussi bien la rétention d'eau douce et aussi qui perturbe donc les écosystèmes. Et alors, face à tout cela, on peut se demander mais comment est-ce que ces espèces peuvent s'adapter à tous ces changements qui sont si brutaux et de plus en plus intenses. Eh bien, nous pouvons considérer de ce que d'après nos recherches et ce que nous avons pu voir, c'est qu'il y a 4 grands principes d'adaptation. C'est des adaptations qui sont plutôt... vous avez l'adaptation génétique qui s'effectue sur plusieurs générations. Vous avez déjà vu avec les développements, que ce soit des primates ou plein d'autres espèces, qui est un développement plutôt lent et qui se produit en plusieurs millénaires. Vous avez aussi la plasticité phénotypique. Alors, de mon point de vue chimiste, qui peut expliquer ça, c'est donc l'ensemble des traits que nous pouvons décrire, en tout cas observer d'un individu. Donc ce sont des ajustements qui sont faits au cours d'une vie d'un être.
Mais vous avez aussi la migration spatiale, vous savez très bien, avec donc plein d'espèces qui vont venir passer, comment dirais-je, d'un pays à un autre, qui vont passer d'un climat à un autre directement, puisqu'ils ne peuvent plus supporter des méga-tempêtes ou des méga-feux. Mais vous avez également la réorganisation des communautés écologiques, puisque vous avez donc des interactions entre espèces qui se transforment, avec des déséquilibres, ça on le voit, avec des espèces bien plus nombreuses que d'autres, ce qui n'existait naturellement pas auparavant. Je vais ensuite vous faire donc, donner un petit exemple d'adaptation très très rapide. Dans cet article donc, paru en 2007, vous pouvez voir ici que c'est les précipitations donc, en fonction des années, donc vous avez de 93 à 2004, et vous avez ici donc, des précipitations qui sont plutôt excellentes, enfin en tout cas qui sont plutôt normales, et ici vous avez une grande période de sécheresse. Or, sur ces graines de moutarde, il a pu être observé donc, que la période de floraison ici était bien plus longue, c'est-à-dire avant de la première floraison, tandis que quand c'était une période sèche, cette période s'est drastiquement réduite. Ça, c'est un exemple typique d'adaptation qui est très très rapide. Mais malheureusement, d'autres espèces ne survivent pas. On a pu le voir en tout cas depuis la nuit des temps et avec tout ce qui a été retracé par les scientifiques, dont cette étude parue chez Science en 2013, vous pouvez voir ici les grands pics d'extinction de masse, et vous pouvez voir ici la corrélation avec les espèces qui ont tout simplement, par exemple ici typiquement ce pic-là, avec des espèces qui sont devenues bien plus minoritaires et d'autres qui sont devenues majoritaires. Voilà, donc ça c'est typiquement ce que vous pouvez retrouver ici. Avec donc dans le temps et quand on reprend par rapport à des millions d'années, puisque ici vous avez une échelle de 500 millions d'années, pardon, excusez-moi. Pour le petit graphique que je vous ai mis ici, c'est donc la même étude. Il y a une corrélation qui est faite, donc un zoom sur une période plus récente de 16 000 années, puisque vous avez jusqu'ici 16 500 ans. Le graphique donc, du haut vous montre le réchauffement post-glaciaire. Au milieu des changements de végétation, voilà, ici, vous pouvez voir le changement de végétation en fonction de la température donc, qui augmente. Mais vous pouvez voir aussi l'extinction de ces grands herbivores ici, puisque c'est une abondance de la mégafaune ici qui est mesurée en fonction du temps naturellement, par les spores de champignons ou qui poussent donc des excréments notamment de ces herbivores. Voilà, donc pour le petit point de vue historique, en tout cas, de retracer un peu en arrière. Nous arrivons donc au problème. Actuellement, nous avons un dérèglement qui est de plus en plus rapide. Vous avez pu voir dans les chiffres, donc nous avons un réchauffement qui s'est accéléré depuis le début de la période industrielle, et les plantes sont donc contraintes, les plantes et les espèces en général sont contraintes de s'adapter d'autant plus vite. Si bien que nous avons une question cruciale qui est, mais est-ce que ces espèces peuvent-elles suivre la cadence ? Le changement climatique actuel est donc d'une rapidité telle et sans précédent dans l'histoire récente de la Terre, si bien que potentiellement des écosystèmes et des millions d'écosystèmes vont disparaître. Ainsi, je voudrais donc arriver à ces trois problématiques qui vont constituer un peu cette séance, et en dehors de ça, comment dirais-je, composer l'ensemble du problème de ce sujet donc, que nous abordons ce soir, qui est donc la biodiversité urbaine face au changement, que nous aborderons donc ici au cours de cette séance, aussi bien de la recherche avec les politiques publiques, mais également les petites différences entre espèces spécialistes et généralistes. Donc, les espèces spécialistes, ce sont des espèces qui mangent qu'un type d'aliment, qui ont un habitat très particulier et qui dépendent d'un partenaire donc, pour leur reproduction, contrairement aux généralistes, qui sont des espèces plus générales, qui vont s'adapter à de nombreux climats et qui sont finalement des plantes que nous appelons, certaines fois communément, pour les plantes, des plantes invasives. Voilà. Donc je vous remercie. Voici donc les problématiques de ce soir et je vais laisser la parole à Jules qui va pouvoir lancer les échanges pour ce soir. Bonsoir à tous. À mon tour maintenant de présenter nos invités. Madame Nathalie Machon, vous êtes professeure au Muséum national d'histoire naturelle au sein du Centre d'écologie et des sciences de la conservation. Et votre spécialité est l'écologie urbaine. Et Monsieur Robin Goffaux, vous êtes responsable de projet biodiversité et agriculture au sein de la Fondation de recherche pour la biodiversité.
Merci encore d'avoir accepté notre invitation pour venir échanger avec nous sur ces différentes problématiques, sur les adaptations des écosystèmes. Et je vous propose, Madame, d'ouvrir le bal avec tout d'abord une question très généraliste qui s'adresse à vous deux et auquel vous allez répondre pendant l'ensemble de cette table ronde, je soupçonne. Notre Terre a-t-elle une chance à court terme, dans les quelques dizaines prochaines années, de survivre, d'un point de vue anthropocentrique évidemment? Mais je me doute que la question est très large. Et donc je vais commencer par vous demander, dans vos travaux de sciences participatives, avec notamment Sauvage de Marue, est-ce que vous observez déjà des modifications dans la composition des espèces urbaines qui pourraient être liées au changement climatique? Oui. Alors, si je parle seulement du projet Sauvage de Marue, mais peut-être qu'il faut que j'expose un petit peu ce qu'est ce projet. Donc, c'est un projet qui interpelle les citadins, leur demande d'apprendre à reconnaître les espèces végétales qui poussent dans leurs rues, de nous en envoyer la liste. Et nous, grâce au retour de nombreux citadins, on arrive à faire des cartographies des plantes qui poussent dans les espaces publics des villes. Et avec le temps, on espère justement pouvoir renseigner ce type de questions. Est-ce que la flore évolue dans les villes? Et je peux déjà dire que oui, qu'elle évolue beaucoup. Mais vous serez peut-être surpris de savoir qu'elle évolue finalement dans un sens qui n'est pas si négatif. Alors, je ne vais pas dire que tout va bien dans ce monde. Il y a des écosystèmes qui sont très fragiles. Les écosystèmes urbains sont plutôt moins fragiles que les autres parce que les espèces qui vivent dans les villes, c'est des espèces qui sont déjà très costauds, qui sont habituées aux perturbations, qui sont habituées à vivre sous forme de petites populations dans des endroits très fragmentés. Et finalement, les villes, c'est un endroit épouvantable pour la biodiversité en général. Et les villes de maintenant sont plutôt moins difficiles à vivre que dans le temps. Si, par exemple, je me réfère à une étude un inventaire qui avait été fait par un naturaliste de la fin du 19e siècle, en 1884, Joseph Vallot avait inventorié toutes les espèces de plantes qui poussent dans les rues dans certaines rues de Paris, un grand nombre. Et avec le programme Sauvage de Marue, en fait, il avait participé à Sauvage de Marue par anticipation, puisque évidemment le programme n'était pas sorti à cette période-là, mais on peut établir une comparaison. Et on voit d'abord que nous, on a plus d'espèces qui poussent dans nos rues, dans chacune de nos rues, parce que du temps de Joseph Vallot, c'est-à-dire peu après le mouvement hygiéniste imprimé par le baron Haussmann, finalement, nos rues sont moins nettoyées qu'elles l'étaient dans le temps. Il y a eu une période noire, c'est celle où les gestionnaires des villes ont utilisé des produits herbicides, insecticides, etc., à outrance pour désherber, ce qui était beaucoup plus facile et beaucoup plus massivement délétère pour les plantes. Et maintenant, c'est interdit. Depuis 2017, on a abandonné l'utilisation des produits phytosanitaires. Si bien qu'on voit la reconquête de nos trottoirs par la végétation et par un certain nombre d'espèces. Alors après, si on veut caractériser un peu la flore actuelle par rapport à il y a quelques dizaines d'années, et voire même une centaine d'années, les espèces qui supportent bien la chaleur sont plus importantes maintenant, en nombre, en abondance, que dans le temps. Donc évidemment, les plantes de nos villes ont le même pattern que les autres. Ce sont les espèces qui s'adaptent le mieux à la chaleur qui survivent. Voilà ce que je peux dire sur la flore des villes. Et pour continuer là-dessus, justement, avec la recherche produit beaucoup de connaissances sur l'adaptation des écosystèmes aujourd'hui, mais comment faire pour que ces savoirs arrivent vraiment jusqu'aux gestionnaires de territoire, aux agriculteurs et aux urbanistes? Donc, j'imagine que c'est pour moi. Oui, donc effectivement, donc, la question est tournée plutôt dans ce sens-là, parce que donc, nous, à la Fondation, on est ce qu'on appelle une interface science-société, c'est-à-dire qu'on essaye effectivement de bénéficier des travaux de la recherche, des connaissances issues de la recherche, pour alimenter les réflexions, la mise en œuvre au niveau des acteurs, des politiques, etc. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire, et ça se passe à plusieurs niveaux. Donc, il y a forcément le niveau politique, le niveau de la décision du gouvernement, de la stratégie, du plan. Alors là, il y a
aussi un petit bémol, c'est que souvent le mandat politique n'est pas aligné sur l'inertie des cycles biologiques et donc qui demande à ce qu'on voit les choses à long terme. Et malheureusement, ce n'est pas toujours possible en fonction des mandats. Mais donc, il y a quand même un certain nombre de stratégies. Donc, au niveau global, on a quand même réussi à s'accorder sur le fait qu'il fallait faire quelque chose. Donc, on a une convention qui est dédiée à la diversité biologique, donc la Convention sur la diversité biologique, qui est une des 3 conventions. On connaît plus celle sur le climat, parce qu'il y a les COP climat qui sont beaucoup médiatisées, mais il y a aussi des COP pour la biodiversité et une COP aussi pour la désertification, qui est encore moins connue, donc c'est les 3. Et donc du coup, cette COP-là a permis de dire, voilà comment on voit globalement l'avenir à 2050. La vision à 2050, c'est comment vivre en harmonie avec la nature à 2050. Et pour ça, il y a un plan sur 10 ans, donc à fin 2030, sur lesquels les États sont censés s'aligner et décliner ça dans leur politique nationale. Et donc du coup, là en France, il y a un certain nombre de plans qui sont mis en œuvre. Donc il y a la stratégie nationale pour la biodiversité, il y a un plan national aussi pour l'adaptation au changement climatique. Donc voilà, c'est des choses qui sont organisées au niveau politique. Et maintenant, la place de la connaissance dedans, eh bien, il y a des comités pour discuter de ça. Mais voilà, ces comités-là agrègent aussi un certain nombre d'acteurs et donc du coup la connaissance n'est pas forcément que dans la science, elle est aussi chez les acteurs, les parties prenantes. Et donc tout ça c'est un dialogue, alors ça mélange aussi beaucoup d'intérêts différents, beaucoup de variables, de contraintes différentes. Donc ça reste encore compliqué, mais voilà, il y a un certain nombre d'outils qui se mettent en place, de bonnes pratiques, de choses qui se mettent en place, mais ça reste encore un peu lent par rapport au rythme de la nature. Et puis du coup aussi, il y a les autres pouvoirs, donc aussi en région, et donc il y a aussi des initiatives en région. Et assez souvent, aussi, en fait, on attend peut-être un peu plus en termes d'action directement sur le terrain pour nourrir ensuite les réflexions pour orienter les politiques. Donc en fait, c'est un mouvement entre les deux, entre la politique qui va demander des choses aux acteurs et les acteurs aussi qui vont proposer des solutions. Là, en ce moment, moi, je travaille sur les questions de restauration, puisqu'il y a une loi au niveau européen qui demande aux États de mettre en place un plan national pour la restauration. Et donc, dans ce cadre-là aussi, on essaye de faire monter un certain nombre de choses. Donc, il y a des interfaces de dialogue. C'est pas toujours évident. Il y a une façon de parler aux politiques qui est bien particulière, qui n'est pas le langage de la recherche. Donc il faut s'adapter. Donc c'est quelque chose qui est en marche. Il y a plein d'outils, il y a aussi des labels. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui existent. Donc voilà, c'est en marche. On peut être frustré par moments. La connaissance, des fois, on peut être un peu frustré. Mais je trouve qu'en France, on n'a pas trop à se plaindre par rapport à d'autres dirigeants ailleurs dans d'autres pays qui remettent en cause la connaissance. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que les gens ont bien compris. Donc voilà, nous, au sein de la FRB, on a des parties prenantes, des gens qui viennent d'un peu partout, des associations, des fédérations, des entreprises, qui viennent pour parler de recherche et de biodiversité chez nous. Donc voilà, c'est un ensemble d'initiatives et on espère que ça ira assez vite. Très bien, je vous remercie. Justement, je voulais revenir par rapport à la biodiversité en ville et celle du côté de l'agriculture. Il y a quelque temps, une initiative a été en tout cas lancée ici au sein du même bâtiment, donc, qui s'est intitulée La ville du futur. Dont un livre est sorti avec notamment Philippe Sansonetti, le professeur Philippe Sansonetti, qui a écrit et qui a parlé de quelque chose d'assez intéressant, disant que maintenant on pouvait voir en tout cas une biodiversité en tout cas beaucoup plus importante, c'est à la fois beaucoup plus importante au sein des villes, du fait justement qu'on est laissé tranquille avec la fin de tous les herbicides ou toutes choses qu'on a pu mettre en tout cas dans les rues, mais également donc une richesse plus grande en termes de biodiversité qu'à la campagne. C'est-à-dire qu'à force d'arroser, de pesticides, de choses comme ça, on a pu voir donc une décroissance en termes de biodiversité là-bas. Est-ce que vous voyez à peu près, en tout cas tous les deux, quelque chose de semblable à ce qui a été en tout cas énoncé dans cette autre initiative ? C'est tout à fait vrai. Il suffit de regarder... alors la biodiversité, c'est une diversité de formes, d'espèces, etc. Quand on regarde dans un champ de maïs, s'il est bien propre, comme disent les agriculteurs en agriculture intensive, un champ de maïs, il n'y a que du maïs, donc une espèce. Sur une surface équivalente à un champ de maïs, comme on peut en voir dans certaines régions françaises, on peut avoir des petites villes avec des jardins, avec des haies, des parcs, des friches, etc. Donc,
évidemment, la biodiversité, elle est incomparable dans une ville par rapport à ce qu'elle peut être dans un champ de maïs. Maintenant, si on regarde la différence de biodiversité entre le parc de la Vanoise et la Défense, par exemple, clairement, c'est dans le parc de la Vanoise qu'on trouvera le plus de biodiversité. Donc, il y a quand même des obstacles à la vie de la biodiversité dans les villes. Le fait que les villes soient très artificialisées, c'est-à-dire qu'une grande partie du sol est dédiée à autre chose que la nature, qu'aux espèces, surtout végétales, mais aussi animales. Forcément, ça réduit sa richesse, mais néanmoins, c'est vrai qu'on dit par exemple que les abeilles trouvent plus à se nourrir en ville que dans un champ de maïs, c'est clair. Oui, si je peux rebondir, effectivement, il y a notamment des travaux sur les qualités du miel, qui a priori en ville seraient de meilleure qualité, parce que pas touchés par les pesticides qui sont ramenés par les abeilles. Donc effectivement, je pense que le terme de comparable, c'est bien de ça qu'on parle là. C'est-à-dire que c'est deux choses vraiment différentes qu'on peut avoir en milieu hors urbain et milieu urbain. Ça dépend effectivement si on est dans une zone résidentielle avec des jardins ou effectivement à la Défense, et ça dépend aussi côté hors urbain, où est-ce qu'on se trouve. Alors, ce qui est aussi un peu, pour bien différencier aussi les deux, effectivement, par exemple sur la question des pesticides, on va être beaucoup plus touché à la campagne, d'où la conclusion sur le miel, mais on va avoir aussi d'autres atteintes en ville qu'on n'aura pas à la campagne. Par exemple, il y a beaucoup de travaux en ce moment sur les cours d'école qui sont souvent bétonnés, et en fait il y a des travaux qui ont été faits où ils ont comparé des cours d'école bétonnés et des cours d'école non bétonnés, où on avait un accès au sol. Et en fait, on s'est rendu compte que les enfants avaient une meilleure immunité dans les écoles où il y avait un lien au sol, parce qu'en fait, ils s'imprégnaient de germes et ça développait des résistances. Et donc, du coup, là, il y a toute une réflexion sur la débétonisation des cours d'école pour avoir aussi un retour à la nature et un peu un retour aussi aux services écosystémiques. Et donc voilà, on a vraiment deux situations différentes, des biodiversités aussi très différentes. Et alors peut-être qu'il y a des tendances qui sont peut-être plus positives en ville et peut-être moins positives dans le milieu agricole intensif, mais c'est vraiment deux biodiversités différentes. C'est-à-dire qu'on peut mesurer d'un nombre d'espèces, mais la qualité, la quantité des espèces va être différente. Donc on peut analyser des tendances, mais il ne faut pas se dire que la situation va mieux en ville qu'à la campagne globalement. Vous me faites une transition parfaite, parce que vous parliez justement de l'agriculture intensive. De quelle manière certaines pratiques agricoles traditionnelles pourraient inspirer des stratégies d'adaptation modernes pour contribuer à la conservation de la biodiversité ? Alors, je peux peut-être commencer là-dessus. Alors, il y a toute une série, tout un ensemble de pratiques. Il y a des écoles de pensée aussi, il y a des approches, par exemple l'agroécologie. Il y a l'agroécologie scientifique, il y a l'agroécologie politique, il ne faut pas aussi mélanger. Voilà. Mais en tout cas, il y a toute une série de pratiques ou de modifications des pratiques depuis une culture intensive qui provoque un certain nombre d'impacts. Il y a beaucoup d'études qui le montrent. Alors, il y a beaucoup de choses autour de la reconstitution, le retour de l'agrobiodiversité, c'est-à-dire de tout ce qui accompagne autour des cultures, les cultures en elles-mêmes, et qu'on a eu tendance à chasser. Donc, ça va être tous les espaces interstitiels, les bandes enherbées, les haies, mais aussi les adventices qu'on trouve dans les cultures, qui ont aussi leur intérêt pour la biodiversité de manière générale, mais aussi pour la production agricole. Et donc du coup, là, c'est vraiment une autre façon de voir les choses. Et notamment, on parlait de maïs et d'une parcelle de maïs où on n'a qu'un type de plante, qu'un génotype qui est présent. C'est assez récent dans l'histoire de l'agriculture, puisqu'on a eu des sélections, surtout très intensives à partir du 19e siècle, et notamment en France, on était très en avance là-dessus. Et en fait, on s'est rendu compte que, donc il y a des rapports qui parlent de ça, de la FAO notamment, que le nombre d'espèces cultivées, notamment, diminue au fur et à mesure du temps pour quelques espèces majeures qu'on va retrouver un peu partout. Et c'est un peu ça, qu'on parle de différentes diversités, on essaie de comparer ville et campagne. L'idée globale, c'est la question de l'homogénéisation, c'est-à-dire que de plus en plus, et c'est aussi un peu ce que vous mettiez avec les espèces généralistes versus spécialistes, c'est qu'on va pouvoir avoir des variations de nombre d'espèces, mais c'est surtout qu'on va avoir de plus en plus les mêmes espèces partout. Et ça, c'est un problème, puisque si un jour il y a un problème avec cette espèce-là, elle disparaît complètement, et ça réduit d'autant plus ce qui nous reste. Et donc, juste pour revenir sur les pratiques,
Notamment en France, il y a un réseau qui s'appelle le réseau Semences Paysannes, où en gros ces agriculteurs-là ont essayé aussi un peu de créer un autre système, de s'affranchir du système actuel, où c'est très compliqué d'en sortir. C'est pour ça aussi qu'on entend souvent des discussions, des problématiques, des oppositions en agriculture quand il y a des propositions environnementales. C'est que souvent qu'on essaye de jouer sur un poste, par exemple pesticides sur l'agriculture, c'est jamais isolé. Donc il va falloir aussi travailler sur les autres aspects, les autres pratiques. Et c'est comme si on essayait de transformer un véhicule thermique en véhicule électrique, pièce par pièce. C'est pas possible, il faut reconcevoir dès le départ. Et donc là, c'est pareil, il y a des gens qui, pour pouvoir reconcevoir un système, vont repartir d'autres choses. Et donc là, en l'occurrence, ils vont réutiliser des anciennes variétés qui étaient cultivées avant, qui ont malheureusement disparu des campagnes pour la plupart. La plupart ressortent des collections de l'INRAE notamment. Et donc travaillent aussi avec des chercheurs de l'INRAE, des équipes de l'INRAE, et notamment pour réintroduire de la diversité dans les cultures, alors que ça soit au cours de l'année, c'est-à-dire faire plusieurs cultures intercalaires, intermédiaires, qui vont permettre chacune d'exploiter différentes parties du sol, d'apporter par exemple de l'amendement organique pour la culture suivante, mais aussi mélanger des variétés qui vont avoir des résistances différentes à différentes maladies. Et voilà, donc il y a des choses qui existent. Mais pour l'instant, le frein, on va dire, au développement de toutes ces solutions-là, c'est l'aspect systémique. C'est-à-dire que ces pratiques-là, il faut savoir les développer, les mettre en cohérence, avoir des débouchés, pouvoir vendre ce qu'on va cultiver. Et ça amène aussi à d'autres réflexions sur qu'est-ce qu'on consomme, comment on le consomme, comment l'approvisionnement, comment on le gère, la logistique. Le local versus le très loin, mais ça pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il vaut mieux manger bio de loin ou pas bio local? Enfin, voilà. Et donc, en gros, pour répondre sur votre question, il y a beaucoup de choses qui existent, beaucoup de sources d'inspiration, mais c'est le passage en masse de ce genre de pratique qui reste un peu compliqué pour beaucoup de choses, beaucoup de contraintes aussi de l'aval. Je prends par exemple le cas du blé tendre. Le blé tendre, on a besoin d'une certaine teneur en protéines dans le blé pour que le process industriel puisse traiter la pâte, la triturer, et que ça fonctionne bien, que ça ne colle pas, que la pâte ne se déchire pas dans les process industriels. Et donc du coup, ça, par rétroaction, ça conditionne toute la commande et la pratique, et jusqu'au champ, jusqu'à l'achat par l'agriculteur de semences d'une variété bien particulière. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut réussir à faire modifier l'ensemble depuis on a tendance à dire de la fourchette, de la fourche à la fourchette, pour pouvoir vraiment avoir une transition. Oui, et il y a beaucoup de recherches qui se font dans ce domaine-là. Il y a une zone atelier dans l'ouest de la France où les chercheurs contractualisent avec des agriculteurs ou même s'arrangent avec des agriculteurs pour leur faire tester différentes pratiques et aller le plus loin possible en agroécologie. Et ils montrent sans ambiguïté que les revenus des agriculteurs sont meilleurs pour ceux qui ont des pratiques qui sont vertueuses pour la biodiversité. Alors on se dit, mais pourquoi ils ne s'y mettent pas tous ? Mais d'abord, parce qu'il y a une grande inertie du système. Et puis, il faut dire que les aides sont très, très dirigées vers ceux qui polluent et qui détruisent les sols. Et du coup, ce n'est pas très incitatif pour les autres à changer de pratique, sachant que travailler avec la biodiversité, c'est quelque chose qui paraît pour beaucoup d'entre eux beaucoup plus risqué, parce qu'il peut y avoir des très bonnes années, des très mauvaises années, alors que quand on utilise des produits chimiques, toutes les années se ressemblent. Néanmoins, c'est un mauvais calcul de s'enferrer dans cette agriculture intensive et industrielle, mais les agriculteurs sont bien seuls pour changer de pratique. Souvent, les coopératives dont ils dépendent sont à la fois ceux qui récupèrent leur production et la vendent, et puis ceux qui leur vendent les produits phytosanitaires, donc ça ne les incite pas beaucoup. Et les lois sur lesquelles le gouvernement est en train de revenir, vous voyez de quoi je veux parler, vont vraiment clairement pas dans le sens de la biodiversité. Et donc, voilà, les pratiques sont ce qu'elles sont, mais si on n'aide que les pratiques les plus destructives, évidemment, la nature continue à être détruite.
Oui, c'est par manque d'intégration. En fait, il y a des externalités, enfin, en gros des impacts négatifs de certaines pratiques, mais on n'intègre pas ça dans la rémunération, dans la reconnaissance, etc. C'est-à-dire que classiquement, un agriculteur intensif, on va dire, son revenu, il est proportionnel à son rendement. Et donc, en gros, il va vous parler de rendement qui va monter, il va descendre. Et c'est quasiment ça, enfin, son indication de sa marge. Alors que si on a intégré, par exemple, les coûts de santé publique qui sont liés à l'utilisation de pesticides. De sa vie, d'ailleurs. De sa vie à lui. De sa vie à lui, oui, mais d'une manière plus générale aussi, puisqu'il y a un impact sociétal. Si on intégrait aussi le coût, par exemple en santé publique, de l'utilisation des pesticides, on aurait aussi une approche plus cohérente des pratiques. Et ça, c'est un exemple, mais il pourrait y en avoir plein d'autres. Mais il faut accompagner les agriculteurs. Nathalie l'a dit, leur grand problème à eux, c'est l'aversion au risque. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas prendre de risque, ils veulent être sûrs à peu près de ce qu'ils ont. Et donc, il y a tout un ensemble d'organisations autour et de métiers qui sont là pour leur apporter la certitude ou renforcer la certitude de ce qu'ils vont faire. Mais voilà, il faut, si on veut sortir de ça, il faut plus d'accompagnement, plus de cohérence dans la rémunération des agriculteurs. Alors que ça soit pour essayer de limiter les mauvaises pratiques ou d'encourager les bonnes pratiques. Et pour ça, il y a aussi plein d'autres choses. On l'a dit, il y a des labels, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et au Muséum, on a monté un programme de sciences participatives qui a pour objectif de travailler aussi avec les agriculteurs et de leur faire évaluer au cours du temps et au cours des changements de pratiques quel bienfait ça a pour la biodiversité sur leur exploitation. Donc ils peuvent suivre leurs papillons, leurs vers de terre, leurs pollinisateurs, etc. Et ceux qui se prêtent au jeu sont très contents de pouvoir comme ça avoir du recul sur les bienfaits qu'ils ont sur la biodiversité. Et juste pour finir aussi, je sais que par exemple il y a un certain temps, il y a eu un certain nombre d'éleveurs qui sont convertis au bio par exemple, et pas spécialement pour le fait de produire en bio, mais c'était pour le circuit. Et ça, en fait, ils avaient l'impression, dans le circuit conventionnel de production laitière, de ne plus du tout être maîtres de leur exploitation, et qu'en gros, ils n'étaient uniquement payés à cracher du lait, et avec des contraintes qui leur étaient imposées sans marge de manœuvre sur ce qu'ils pouvaient faire. Et donc, il y en a un certain nombre qui ont quitté ça pour le bio, pas forcément parce que c'était pour le bio, mais pour remettre la main sur leur exploitation. Voilà, c'est juste un témoignage. Et pour les betteraves aussi, on a entendu beaucoup que les gens qui cultivent des betteraves ne peuvent pas se passer d'un insecticide extrêmement nocif. Et puis là, j'ai entendu il y a quelques jours sur une radio qu'il y a un groupe de producteurs de betteraves qui essayent de se distinguer en disant « mais nous, on n'utilise pas ces pesticides et on s'en sort très bien ». Donc, voilà, il y a des voix majoritaires dans le monde agricole. Voilà. Ouais, qui drainent beaucoup de choses. Et justement, je vais faire un petit lien par rapport à l'appauvrissement de ces sols. Est-ce qu'il y a un moyen, en tout cas, de contrer cet appauvrissement et y remettre des espèces qui peuvent s'adapter, en tout cas, à cet endroit-là? Est-ce qu'il faut mettre un cocktail de plantes, ou en tout cas d'espèces à mettre en même temps pour qu'elles puissent se soutenir les unes les autres? Ou est-ce que, comment dirais-je, elles sont vouées à disparaître puisque les sols ont été totalement appauvris? On se retrouve finalement avec de l'argile, une terre du genre. La biodiversité, elle a cette capacité de résilience qui est quand même incroyable. Et à partir du moment où on arrête les agressions, on voit revenir une certaine biodiversité. Donc la première des réactions qu'on peut avoir, c'est d'arrêter d'agresser. Et dans ce cas, laisser faire, la nature va revenir, les espèces vont revenir, à condition de ne pas être allé trop loin dans l'agression, bien évidemment. Hein. Mais après, la restauration, je vais te laisser... Oui, alors moi je voulais aussi juste très très rapidement revenir aussi sur... parce que là, le thème de la soirée, on est sur l'adaptation. C'est-à-dire en gros, qu'est-ce qu'il faut faire ou comment la nature peut faire face aux variations qui vont venir. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'avant toute chose, il faut atténuer. C'est-à-dire que en gros, le changement climatique, il est dû à notre consommation, à notre rejet d'un certain nombre de produits dans l'atmosphère. Sans agir aussi sur la source d'émissions, on pourra accompagner l'adaptation tant qu'on veut. Il y a beaucoup d'espèces qui vont disparaître, qui n'y arriveront pas. Et donc, c'est important de discuter de l'adaptation. Et je comprends complètement que des jeunes puissent s'inquiéter de ça, puisque c'est l'avenir et que vous serez beaucoup plus concernés que nous. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'avant de chercher à guérir ou à adapter les espèces,
faudrait peut-être aussi alléger les pressions, comme on l'a dit, sur le sol, et aussi revoir avant tout notre mode de consommation. Puisque, en gros, si on continue sur le mode de consommation actuel, on aura beau faire tous les efforts qu'on veut pour adapter, on ne pourra pas. Alors, il faut atténuer en priorité. Malheureusement, on est déjà dans un système où on a beaucoup trop réémis. Donc, même si on arrêtait d'émettre maintenant, le système est en marche, donc il y aurait quand même un certain nombre de perturbations. Donc, il faut quand même adapter, mais je voulais vraiment revenir sur le fait que l'adaptation n'est pas une solution magique. Il faut bien insister sur l'atténuation avant tout. Et puis, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a des solutions techniques à tout, mais en réalité, ce n'est pas vrai. D'abord parce que les solutions techniques, alors si on repart sur le changement climatique, par exemple, s'il fait trop chaud en ville, ce n'est pas grave, on n'a qu'à mettre des climatiseurs. Mais les climatiseurs, la fabrication du climatiseur, c'est déjà un problème, mais en plus, l'utilisation, ça veut dire du chaud qui est encore mis au niveau des villes, ce qui entraîne, c'est encore pire. Donc, il y a d'autres solutions à mettre en œuvre, et c'est plutôt des solutions qui sont liées à la biodiversité qu'à des solutions techniques. On peut repeindre en blanc, on peut faire plein de choses, mais n'empêche que le mieux, c'est quand même de compter sur les capacités des écosystèmes, les propriétés des écosystèmes qui sont absolument fabuleuses et qui sont capables de grandes choses. Mais pour ça, intellectuellement aussi, il faut réussir à reconnaître que parfois, il est mieux de laisser faire que de faire quelque chose. Mais ça, pour un certain nombre d'acteurs, et notamment d'acteurs économiques, c'est difficile à entendre. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont là pour offrir des solutions, pour commercialiser quelque chose. Mais quand on leur dit, c'est mieux en fait de rien faire, ça sera beaucoup plus productif. En gros, si tout le monde gagne, il n'y a pas quelqu'un en particulier qui gagne. Et ça peut poser problème pour trouver un certain nombre d'acteurs qui sont prêts à aller vers ça, quoi. Et justement, vous nous parlez donc de la nécessité d'atténuer les conséquences qui causent la disparition de la biodiversité aujourd'hui. Mais comment préserver cette biodiversité pour la réimplémenter après, une fois qu'on aura pu atténuer ça? Vous avez parlé un tout petit peu tout à l'heure des stocks de graines, mais que ce soit également sur le côté tout ce qui est animal, comment faire? Alors, je peux réagir très rapidement. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle la conservation ex situ. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure du temps, et même plus récemment, on a prélevé, on a mis en chambre froide pour étudier et éventuellement, pour plus tard, s'en resservir. Donc il y a un très gros coffre-fort de graines dans le nord, là, au Svalbard, où on a essayé de faire l'idée, c'était de faire une sorte de sauvegarde de l'état des graines là-bas pour, au cas où, plus tard, les ressortir. Donc voilà, c'est une solution de sauvegarde, mais c'est très risqué. Ce serait très risqué de ne se baser que là-dessus. D'ailleurs, il y a un certain nombre de problèmes, puisqu'il y a aussi des questions d'inondation là-bas. Donc en fait, même l'installation en elle-même n'est pas safe, n'est pas sûre. Et donc voilà, il ne faut pas croire à la magie non plus. Et en gros, je ne pense pas que l'idée, ça soit on va essayer d'atténuer maintenant et ressortir tout ça plus tard. Il faut faire ça en parallèle et dès maintenant. C'est-à-dire qu'il faut atténuer pour limiter l'impact et il faut accompagner l'adaptation dès maintenant et ne pas croire qu'on va pouvoir tout ressortir des labos plus tard pour un certain nombre de raisons et notamment une question de diversité. C'est-à-dire que ce qu'on a en réserve, c'est un échantillon. Et alors ça, c'est pas forcément partagé. Moi, j'ai rencontré aussi des chercheurs dans d'autres domaines qui considèrent qu'une fois qu'on a un échantillon d'un animal dans une collection, c'est bon, l'espèce est sauvegardée. En fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, un peu une forme de paresse intellectuelle en disant on a une solution technique, ne vous inquiétez pas, et ça nous évite de remettre en question un certain nombre de choses, de ce qu'il faut faire sur le terrain, de notre façon de vivre, de nos façons de consommer. Donc voilà, c'est un bon complément, c'est une sauvegarde qui peut être utile, mais il ne faut pas que ça soit la solution unique, et il faut vraiment mettre en place partout, et c'est très complexe, ça demande beaucoup plus d'efforts, mais on ne peut pas faire autrement. Ça, c'est mon avis. Mais de toute façon, c'est tout à fait illusoire de vouloir recréer des écosystèmes tels qu'ils sont actuellement, dans le futur, sachant que les conditions auront changé. La biodiversité qu'on préserve dans ces banques, c'est de la biodiversité qui est adaptée au moment où on la collecte.
elle n'est pas adaptée pour l'environnement tel qu'il sera dans 10, 100 ou 1000 ans. Donc c'est utile de pouvoir ressortir une espèce si on a besoin de la croiser avec quelque chose pour laquelle il manque d'une résistance à telle maladie, etc. Mais ça ne servira pas à recréer les écosystèmes. En fait, les écosystèmes, une fois qu'ils sont endommagés, si on les laisse tranquilles, ils vont retrouver les ressources, il va y avoir une certaine biodiversité qui va se réinstaller, des équilibres qui vont se remettre. Si on continue à les abîmer, ben on va perdre cette biodiversité relativement définitivement. On va arriver à des sols de désert, des endroits où finalement plus rien ne pousse. Et quand plus rien ne pousse, tout le reste des chaînes alimentaires sont foutus. Sachant que ça prend plusieurs siècles pour reconstituer 1 centimètre de terre. Voilà. Très bien. Justement, je voulais revenir sur, quand j'ai abordé tout à l'heure, la migration spatiale. C'est quelque chose qui peut être assez conséquent, puisque nous pensons tous à diverses espèces donc, qui changent de territoire. Mais est-ce que vous avez vu notamment une transition notamment d'animaux qui ont pu passer donc de la campagne à la ville et inversement en fonction des adaptations et justement de ces changements par rapport à la diversité, choses comme ça. Ouais. Alors les espèces qui arrivent à migrer loin, elles sont assez enfin, il y en a un nombre assez faible en réalité. Hein. On pense à des grosses bêtes, des oiseaux, des chevreuils qui peuvent passer éventuellement d'une forêt à une autre, à condition de ne pas se faire écraser sur la route. Mais finalement, la capacité de migration des espèces, elle est plutôt faible. Qu'est-ce que vous pensez de la migration d'un cloporte, par exemple, ou même un ver de terre? On essaye de relier les sols entre eux en se disant les vers de terre vont pouvoir passer d'un endroit à l'autre. En réalité, les vers de terre, individuellement, ils ne bougent pas tant que ça. Alors, il y a les plantes. Les plantes, elles peuvent effectivement migrer sur des distances assez longues quand elles ont des graines qui sont emportées par le vent ou par les oiseaux. Mais malgré tout, ces migrations, elles sont quand même assez réduites. Et par rapport au changement climatique, elles n'arrivent pas à suivre. Donc, alors, effectivement, il y a des espèces qui arrivent en ville, mais plutôt transportées par des voitures, par des trains, etc. Et puis elles se trouvent bien, elles s'adaptent, elles restent. Mais c'est pas tellement des migrations naturelles. Les migrations naturelles, elles se font, mais elles se font sur des échelles de temps qui sont plus longues que celles que permet le réchauffement climatique, la fragmentation du territoire par des routes, des bâtiments, etc. Et donc, alors on peut aider certaines espèces, hein, ça se fait, et notamment on est en train d'y penser pour les forêts, parce que les arbres, ils ne peuvent pas migrer très rapidement non plus, et puis entre le moment où un arbre germe, enfin une graine d'arbre germe, et le moment où l'arbre va donner ses graines lui-même, il va se passer plusieurs dizaines d'années. Et donc, imaginez bien que pour organiser pour cette migration, c'est compliqué. Donc, les forestiers se posent la question. Ils ne vont pas laisser dépérir les forêts. Ils vont certainement apporter des espèces, permettre à des espèces de migrer artificiellement pour reconstruire des forêts qui seront plus adaptées au nouveau climat. Mais après, comme on le disait pour les écosystèmes, on ne va pas recréer de toutes pièces des écosystèmes complexes avec des plantes qu'on aura apportées de partout, des animaux qui vont avec. Faut qu'il y ait les pollinisateurs en même temps que les fleurs qui en ont besoin. Enfin, bon, c'est tellement complexe que ça, on ne sait pas le faire. Oui, il faut sortir de l'idée du fait qu'on puisse maîtriser la nature. On peut au mieux l'accompagner. Ça, c'est vraiment important à garder en tête. Et donc, si l'idée aussi, si la question, c'était aussi de dire, est-ce que les villes peuvent permettre d'héberger un peu plus de biodiversité, de servir de refuge pour un certain nombre d'espèces? Ça pourrait être le cas, mais ça serait vraiment très marginal. Il ne faut pas mettre tous ses espoirs là-dessus. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses aussi à faire en ville, peut-être avant de voir ça. Alors, il y a par exemple un certain nombre il y a des rapaces, par exemple, qui peuvent s'installer en ville, mais voilà, ça reste assez marginal. Mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Donc, il y a des villes, par exemple, qui recréent des coulées vertes. Donc, ça permet d'introduire de la biodiversité. Ça permet aussi d'avoir un rôle régulateur de la chaleur. On parle des îlots de chaleur en ville. Et donc, une des idées, c'est de réintroduire un peu de végétation pour rafraîchir les gens. Donc là, on est plus sur du service. Ça va plus être ça qu'on va essayer de retrouver en ville.
et d'alléger les pressions plutôt que d'en faire un refuge ou un Éden pour des espèces. Après, c'est vrai qu'on a mis en place une politique de trame verte et bleue. Et c'est des... et marron, et noir, et marron, et noir, et bleu turquoise, etc. Voilà, il y a toutes plein. les couleurs possibles. Et ces trames, elles ont pour objectif d'essayer de préserver un maximum d'espace pour la nature, pour la biodiversité, et puis de créer des connexions entre des espaces pour que les espèces puissent migrer, même si c'est pas beaucoup à la fois. Et donc, cette politique des trames vertes, elle est très importante, même si elle est sûrement pas suffisante pour préserver la nature de façon efficace, enfin, à l'aune de l'enjeu qu'il y a. Il y a aussi les aires protégées, qui sont un outil pour protéger des territoires, des écosystèmes, et notamment en France ou ailleurs dans le monde. Et on s'est rendu compte aussi que, puisque donc, c'est assez compliqué de mettre en place une aire protégée, il y a un certain nombre de démarches, il y a de l'expertise à apporter. Et on s'est aussi rendu compte que, par exemple, à l'avenir, il y a peut-être certaines aires protégées qui seront plus pertinentes parce que justement, il va y avoir une migration des espèces. Et donc, sur place, ça ne servira plus à rien de protéger puisque les choses vont partir. Et par exemple, en ce moment, pour les aires protégées plutôt marines, on réfléchit à des aires marines dynamiques, des aires marines protégées dynamiques. C'est-à-dire qu'on va se dire, pour l'instant, c'est là. Mais peut-être que dans 10 ans, il faudrait remonter de 50 km l'aire protégée parce que c'est là que les espèces pourront vivre. Donc voilà, il faut être aussi nous-mêmes adaptables dans nos politiques, dans nos solutions, parce qu'il y a des choses qui vont arriver, on ne sait pas où, mais on sait que ça va arriver, et il faudra être assez réactif. Et donc là, ça demande aussi de s'organiser, de mettre les gens d'accord. C'est toujours un peu compliqué quand on parle du foncier, parce qu'il y a souvent des gens qui sont là, des intérêts qui sont là. Et donc, voilà, il faudra rediscuter un peu de tout ça, et assez rapidement. Et alors, justement, vous nous parlez de cette aide humaine qu'on apporte pour sauvegarder la biodiversité. Vous nous disiez tout à l'heure que ça ne peut pas remplacer complètement. Je pense notamment à l'exemple en Chine du remplacement pour la pollinisation face à la disparition des abeilles faite à la main par l'humain. Quelle est la viabilité d'un remplacement comme ça par l'humain, au moins partiel, pour aider ? Alors, par l'humain, on peut le faire. Pour certaines espèces, on le fait déjà pour la vanille. C'est tout de la pollinisation manuelle. Imaginez bien que payer quelqu'un pour faire ça, c'est beaucoup d'argent. S'il faut le faire pour toutes les espèces qui nécessitent de la pollinisation, et encore, on imagine ça pour les espèces agricoles, mais les espèces sauvages, on ne va pas aller polliniser la petite fleur des champs sur le bord de la route pour qu'elle puisse se reproduire. Donc, déjà, on ne pense qu'à l'agriculture. Ça réglerait le problème de l'emploi. C'est vrai. Ça coûte très, très cher et on ne sait pas du tout faire aussi bien que les insectes qui ont été sélectionnés, enfin, qui ont coévolué avec les plantes sauvages ou agricoles sur des millions d'années, on va dire. Les insectes pollinisateurs qui pollinisent le mieux, ce n'est pas les abeilles des ruches, c'est les abeilles sauvages, c'est tout un tas de petits insectes qu'on remarque à peine, mais qui sont très très efficaces. Et donc, non, c'est pas possible. Les humains pourront pas faire ce travail-là. Alors après, il y a des drones, il y a tout un tas de choses. J'ai abordé le sujet. Vas-y. Juste pour dire qu'effectivement, il y a des imaginations qui sont allées jusqu'à, on pourrait se servir de drones pour polliniser les fleurs. En fait, ce genre de proposition, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait. Pour moi, c'est une forme de paresse intellectuelle en disant c'est très compliqué la biodiversité, ça touche à plein d'intérêts, il faudrait convaincre plein de gens. On va trouver une autre solution qui sera beaucoup plus simple, technologique, pour lequel on a des process. Il y a des acteurs économiques qui pourront faire de l'argent avec ça, donc tout le monde sera content. Non, c'est absolument pas viable. Et comme je vous dis, c'est une forme au mieux de paresse intellectuelle, si ce n'est pire. Donc voilà, c'est pas du tout le type de solution qui serait à préconiser.
Le jour où il y a, imaginez, le jour où il y a un mouvement de grève chez les pollinisateurs, tout le monde meurt. Non, enfin voilà, c'est absolument pas viable comme genre de solution, quoi. Non, c'est super pour les vendeurs de drones. Voilà. Très bien, justement, je voulais revenir sur la ville et les citadins. Quelle action, en tout cas, pouvons-nous avoir par rapport à la préservation et donc pour que les espèces s'adaptent, notamment à les villes de plus en plus chaudes ou de plus en plus sèches. Est-ce qu'il y a une action des citadins qui peut être faite et aussi en général du citoyen à l'échelle directement de la France? La première chose, c'est de reconnaître l'intérêt de la nature en ville. C'est-à-dire qu'on peut aimer une jolie pelouse bien tondue avec que de l'herbe, mais on sait que ces pelouses-là, elles n'ont pas le même effet sur l'écosystème urbain dans son ensemble. Pour qu'un écosystème fonctionne bien, il faut beaucoup d'espèces différentes les unes des autres qui jouent les unes avec les autres, qui se nourrissent les unes des autres. Et donc, accepter qu'il y ait le moins possible de zones qui soient cimentées, bitumées, etc., pour laisser de la place à la flore, qui, elle, va entraîner la possibilité d'avoir d'autres types d'organismes, des animaux, des végétaux, enfin des animaux de tout type. Il faut absolument préserver des arbres, beaucoup d'arbres. La forêt urbaine, c'est un écosystème qui est prometteur. Alors, il y a tout un tas de forêts qui sont en train de se construire, des pires et des meilleures, on va dire. Une forêt qui fonctionne bien, c'est une forêt où les arbres ont poussé ensemble, où il y a un sous-bois qui est structuré avec des sols. C'est pas trois machins mis les uns à côté des autres, c'est pas une forêt urbaine. Néanmoins, tout arbre est bon à prendre, et donc plus il y a d'arbres sur le long des rues, mieux c'est pour tout le monde. Donc voilà, globalement, il faut un écosystème qui fonctionne, donc une grande diversité d'espèces. Mais il faut se rendre compte que ça a deux inconvénients. D'abord, la nature en ville peut avoir aussi des effets indésirables. Il est vrai que quand on a des arbres, de la végétation, un peu d'humidité, il peut y avoir des moustiques. Alors, il y a plus de moustiques quand l'écosystème est de mauvaise qualité, c'est-à-dire il ne fonctionne pas bien, il n'y a pas de régulation qui peuvent se faire, il n'y a pas de chauve-souris, il n'y a pas de libellules, il n'y a pas de batraciens, etc., qui régulent les populations de moustiques. Donc une pauvre nature peut être assez désagréable. Donc il y a on les appelle les disservices, c'est-à-dire des services négatifs. Et puis l'autre problème, c'est qu'avoir de la nature en ville, ça a un coût. Ça veut dire qu'il faut la gérer, parce qu'une ville, ce n'est pas la forêt vierge. Il y a des gens qui ont besoin de marcher sur les trottoirs et qui n'ont pas forcément des facilités pour se déplacer. Il y a des endroits où la végétation elle va devenir trop abondante pour qu'on ne verra plus rien sur les fenêtres parce qu'on aura fait monter une ville vierge qui va tout envahir. Bref, il va falloir arroser un peu les toitures parfois si on veut garder de la végétation. Enfin, en fait, il y a une gestion à opérer. Cette gestion, elle doit être faite de façon intelligente. Par exemple, on pourrait très bien utiliser les eaux grises de nos appartements, de nos maisons. C'est les eaux qui sortent de la douche et de nos éviers qui ne sont pas forcément de l'eau très sale et qui pourraient très très bien arroser la végétation et permettre d'avoir une végétation intéressante en ville plutôt que l'envoyer dans les égouts directement. Donc, ouais, il y a plein de choses à faire, mais la première chose pour les citadins, c'est de voir l'intérêt de la nature, à quel point la nature est vraiment importante, même c'est indispensable pour pouvoir vivre en ville dans les années qui vont venir, les décennies qui vont venir. Oui, alors moi, je n'ai pas de préconisation sur qu'est-ce qu'on peut faire à titre individuel pour aider l'adaptation des espèces. Je pense qu'on peut jouer sur l'atténuation, c'est-à-dire essayer de réfréner notre consommation, essayer d'émettre moins de gaz à effet de serre par nos choix différents de consommation. Mais moi, je voulais revenir aussi sur l'exemple que tu donnais. Ces solutions-là, telles que Nathalie vous l'a présentée,
c'est pas des lubies d'écolo, hein. C'est pas parce qu'on aime bien la nature qu'on préfère ces solutions-là. Il y a un certain nombre de rapports qui existent et pour ceux que ça intéresse, je vous invite fortement à aller voir les rapports de l'IPBES, donc qui est la plateforme. C'est le GIEC de la biodiversité, on va gagner du temps. Donc c'est des experts qui produisent des rapports, et notamment sur la biodiversité en l'occurrence, avec l'IPBES. Donc ils ont fait un certain nombre de rapports. Il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps, cette année, qui s'appelle le rapport Nexus. En fait, c'est un rapport qui traite en même temps des enjeux de biodiversité, de climat, d'eau, d'alimentation. Il va m'en manquer un. Les sols. Non, c'est eau, climat, nourriture, oui, non, j'ai dit alimentation, climat... Enfin bon, il y a un certain nombre d'enjeux. Et en gros, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des solutions telles que Nathalie vous l'a présenté, qu'on peut appeler, il y a plein de termes, mais solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire qui valorisent les fonctionnements écosystémiques, les relations entre les espèces. Et en fait, quand on regarde dans ce rapport-là, en fait, il regarde cette liste. Alors, il y a une 70 solutions à peu près qui sont dans le rapport, je crois. Et il regarde en fait quels sont leurs intérêts sur les cinq éléments du Nexus. Donc, par exemple, il y a des solutions qui sont très axées climat. Et on essaye de voir sur l'eau, sur la nourriture, sur la biodiversité, quels sont leurs impacts. Et donc, il y a certaines solutions, par exemple climat. La santé. La santé, effectivement. Merci. Et donc, pour illustrer, il y a une solution qui est envisagée dans le cadre du climat pour combattre le changement climatique qu'on appelle les BECS. C'est un anagramme un peu vilain, mais en gros, l'idée, c'est sur des terres, a priori, où il n'y a pas grand-chose, ça serait préférable, on ferait pousser des arbres à croissance très rapide. Et donc pour stocker du carbone, et une fois qu'on a fait pousser ces arbres-là, on les récolte. Éventuellement, on en récupère l'énergie dans des centrales, et le carbone qui reste, on le réinjecte dans les couches géologiques. Voilà. Donc cette solution-là, elle a un intérêt en termes de climat, puisque ça capte beaucoup de carbone, mais en termes d'emprise foncière, qu'est-ce qu'on remplace En fait, cette solution-là, elle a des impacts en termes de biodiversité et puis sur d'autres aspects. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en gros, dans le rapport, en fait, si vous regardez les solutions qui sont plutôt axées sur la nature, il y en a d'autres qui sont aussi axées, équilibrées un peu sur les 5 enjeux. Mais celles qui sont axées sur la nature, globalement, c'est les plus vertueuses sur l'ensemble des autres enjeux. Et donc en fait, on a quand même cette possibilité, cette grille de lecture, ces solutions. Alors il y a des contraintes, il y a des barrières, mais la biodiversité en elle-même est une très bonne porte d'entrée pour intégrer l'ensemble des enjeux. Là, tu parlais de fait d'enlever du béton, etc. en ville. Il y a un certain nombre d'intérêts. Il y a un autre intérêt, c'est par exemple, ça capte l'eau lors des pluies et des inondations. Donc voilà. Et en fait, on se rend compte que quand on met en place des solutions basées sur la nature, c'est souvent pas avec un bénéfice unique. On voit tout un éventail de bénéfices. Alors parfois, le problème, c'est qu'on a du mal à les reconnaître parce que, comme je vous disais tout à l'heure, des fois, ce qui bénéficie à tout le monde, il n'y a pas quelqu'un en particulier qui en profite et qui pourrait faire de l'argent, par exemple, avec. Et donc, ça a encore du mal à percoler. On a du mal à se dire, je vais changer ma façon d'être maintenant pour que quelqu'un ailleurs dans le monde se sente mieux. Voilà, bon, c'était pour revenir un peu là-dessus. Et pour boucler la boucle, pour revenir un peu sur cette problématique que je vous ai présentée au tout début, vous parliez des négociations internationales à un moment. Ces négociations internationales sur la biodiversité prennent-elles en compte cette urgence d'adaptation ou restent-elles encore trop abstraites? Avons-nous une chance, encore aujourd'hui, dans un temps humain, de pouvoir réussir à corriger et adapter notre biodiversité? Alors, bon, je vais enchaîner puisque ça parlait de gouvernance internationale. Alors, sur la question globale, notre Terre a-t-elle une chance de survivre dans plusieurs dizaines d'années? Oui. Elle sera toujours là. La biodiversité sera toujours là aussi. C'est-à-dire qu'en gros, la biodiversité peut vivre sans nous. L'inverse, non. Donc, du coup, oui, elle sera toujours là. Quelle biodiversité on aura? Ça, c'est encore autre chose. Et de toute façon, ça ne se passera pas tout seul. Donc si on veut qu'il y ait une chance de survivre, il faut dire sous quelle forme, de toute façon, ça demandera des actions. On a de toute façon déjà perdu des choses qu'on ne pourra pas remplacer.
En fait, l'enjeu de cette question-là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire et à quelle vitesse. Il y a des solutions qui sont identifiées. La mise en œuvre, c'est encore un peu compliqué. Il y a un certain nombre de choses qui freinent encore un peu ça. Mais on n'a pas trop le choix. Et donc, pour revenir aussi sur votre question sur la gouvernance internationale, là, c'est un accord comme les accords de Paris qu'on a eus sur le climat, mais sur la biodiversité. Donc on ne peut pas non plus être trop dans le détail, mais ce qui est intéressant avec ce nouveau cadre qui a été adopté à la COP15 en 2022, donc COP15 biodiversité, pas climat, ce qui est intéressant avec ce nouveau cadre-là, c'est qu'il reprend un peu les missions classiques de cette convention-là, qui sont qu'il faut conserver la biodiversité, il faut l'utiliser durablement, et il faut partager équitablement le fruit de son utilisation. Donc ça, c'est un peu ce qui est classique dans cette arène-là, mais ce nouveau cadre-là, il a un 4e objectif qui est sur la mise en œuvre. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, ça touche un certain nombre d'autres enjeux. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur des choses un peu, on va dire, à l'ancienne dans ce milieu-là, où c'est les aires protégées, voilà, c'est la nature, etc. On a des cibles d'action sur la nature en ville. On a des cibles d'action sur la déclaration des entreprises, sur leurs liens de dépendance à la biodiversité, leurs impacts sur la biodiversité. On a le lien sur le financement de la conservation, on a le lien sur les subventions publiques qui sont néfastes à la biodiversité. C'est-à-dire qu'il y a des soutiens économiques qui dégradent la nature. Donc peut-être aussi qu'il faudrait commencer par revoir ça. Enfin voilà. Et donc il y a ce cadre-là qui est intégrateur, qui est très intéressant. Après, c'est une convention internationale, donc c'est-à-dire c'est non contraignant. C'est-à-dire que ce qui est décidé au niveau de cette convention-là, ce n'est pas une loi qui va s'appliquer. C'est-à-dire que c'est à la bonne volonté des pays présents de dire « je m'engage à mettre en œuvre ce cadre global sur mon territoire ». Donc il y a des mécanismes pour que les pays renvoient ce qu'ils ont promis de faire, enfin ce qu'ils se sont engagés à faire. Malheureusement, s'ils n'atteignent pas ces objectifs-là, il ne se passe rien. Mais on n'a pas d'autre choix parce qu'on n'a pas une gouvernance mondiale qui prendrait la décision de façon autoritaire de dire « il faut faire ça ». Donc malheureusement, on dépend des bonnes volontés. Mais voilà, au moins, il y a un collectif et on essaye de renforcer à chaque édition aussi la dynamique pour essayer que les pays s'entraînent. Donc là, il y a un mécanisme de rapportage pour dire ce qu'on a fait. Donc ça ne reste pas obligatoire, mais si au bout d'un moment, les pays ne renvoient rien, peut-être qu'ils vont se faire regarder un peu de travers par les autres. Donc voilà, il y a un peu, alors c'est pas du name and shame, mais il y a l'idée d'y aller collectivement, quoi. Très bien. Et justement, je voulais juste appuyer sur un petit truc. Est-ce que vous voyez ça à l'échelle locale? C'est-à-dire, est-ce que ça a des répercussions? Parce qu'on entend souvent parler de ces grandes COP, choses comme ça. Et finalement, à force de voir que cette fois les conclusions ne sont pas si convaincantes que ça, est-ce qu'on peut parfois voir quand même quelque chose à l'échelle locale avec des mairies, avec des départements qui veulent s'engager et qui Complètement. Il y a les territoires sont très proactifs là-dessus. Et ils n'attendent pas forcément la COP, mais il ne faut pas aussi voir un lien direct entre la COP biodiversité et un atlas communal ou une action locale. Tout ça, c'est très loin. Et en fait, il y a des intermédiaires entre les deux. C'est-à-dire que ce n'est pas la COP qui va dire à telle commune en France, il faut faire telle chose. C'est la COP va dire, on a réfléchi tous ensemble, tous les pays. Globalement, il faut faire ça, mettez ça en place chez vous. Et donc, après, c'est à l'État français de dire je vais mettre en place les solutions, les soutiens, l'environnement, les infrastructures idéales pour que ces solutions-là puissent émerger ou valoriser celles qui sont déjà mises en œuvre. Parce qu'il y a plein d'acteurs dans les territoires qui n'ont pas attendu ça. D'ailleurs, c'est beaucoup trop loin de eux. Et il n'y a même pas besoin, même en remontant beaucoup plus haut dans la chaîne, la CDB, ça reste encore très très loin, voilà. Mais on a quand même besoin de cet aspect international. Parce que souvent aussi dans les questions d'environnement, il va y avoir des questions de distorsion de concurrence. C'est-à-dire qu'en gros, si nous on fait bien, ça va nous coûter plus cher et par exemple nos produits vont coûter plus cher. Donc si les autres ne font pas et qu'il n'y a pas de régulation là-dessus, on s'est tiré une balle dans le pied. Donc il y a aussi cet effort-là à faire d'harmoniser, d'élever le niveau de façon un peu globale pour que tout le monde aille dans le même sens, quoi. De toute façon, d'une façon globale, à partir du moment où il y a des gens qui gagnent de l'argent à détruire la biodiversité, la planète, rien ne va se passer, hein. C'est clair qu'on va dans le mur, on y va tous ensemble. Et
les petites mesurettes qui sont mises en œuvre pour empêcher ça, elles ne sont pas du tout suffisantes parce que chaque fois, c'est contrecarré. Donc, d'une façon globale, à l'échelle planétaire, j'avoue que moi, je ne suis pas très optimiste. On voit que le réchauffement climatique, les catastrophes climatiques, elles arrivent de façon de plus en plus régulière, et c'est très préoccupant. Maintenant, à l'échelle locale, il y a beaucoup de choses à faire, et je pense qu'il y a une très grande différence entre une mairie qui a le souci de ses citadins et qui prend soin de la biodiversité pour que la ville soit vivable, c'est-à-dire qu'il y ait des espaces verts où les gens puissent aller, des espaces l'histoire des cours oasis, là, c'est une très bonne idée. D'abord, ça fait du bien aux enfants. Deuxièmement, ça fait du bien aux riverains des écoles. Globalement, à l'échelle du quartier, ça a un impact. Donc, c'est important et c'est bien de multiplier tout ça. Et la différence entre une ville qui fait ça et une ville qui fait rien, qui construit inexorablement le moindre mètre carré de son territoire, ben, je pense que les gens, ils vont pas vivre de la même façon. Et donc, puisqu'il y a bientôt des élections, regardez bien les propositions des différentes équipes. Mais clairement, je pense que localement, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et puis, il y a des tas d'associations, etc., des choses qui se montent, et des entreprises, d'accord, qui probablement, j'espère en tout cas, qui s'engagent et qui font des choses intéressantes. Mais voilà, je pense que le système économique qu'on a est quand même pas le plus favorable pour l'évolution de notre vie sur la planète, parce qu'effectivement la planète, elle va s'en sortir. J'aimerais aussi un peu continuer et puis m'adresser peut-être à la plus jeune génération, parce que quand on s'intéresse à ces questions-là, ça peut être très vite emmener à l'éco-anxiété. Hein. Je ne sais pas si tout le monde connaît le terme, mais voilà, c'est assez stressant et de réfléchir à l'avenir sur ces questions-là. Surtout quand on voit et qu'on s'intéresse à ces questions-là, on a des tendances qui ne sont pas très réjouissantes. Mais voilà, on voit qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en place, donc il y a quand même de l'espoir. Et aussi un paramètre très important qui, moi, par le passé, m'angoissait aussi un peu par rapport à ça, qu'on voit aussi la consommation, le fait que ça soit difficile de revoir nos façons de vivre. On se disait, mais avec l'explosion démographique, ça va être encore pire à l'avenir, surtout si on ne change pas de façon de vivre, etc. Alors, il y a des projections et il y a des tendances qui montrent que la démographie globale au niveau mondial est en train de freiner. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il y a beaucoup de pays pour lesquels la population n'augmente plus, voire diminue. La Chine, par exemple. Ils perdent des habitants chaque année. Et donc, ça, quelque part, c'est un motif pour moi en tout cas, très personnellement, de diminution de l'éco-anxiété, puisqu'on se dit que finalement, cette courbe-là de la démographie, au moins, elle n'est pas exponentielle. Et quand on voit qu'il y a beaucoup d'autres indicateurs liés à la biodiversité, à l'environnement, qui sont liés à l'espèce humaine, on va se dire ça devrait ralentir aussi, au moins de ce côté-là. Et je prends un exemple. Souvent, il y a... Alors, je pense que ça doit être des tenants de la production alimentaire qui envoie un message un peu alarmiste en disant, vous vous rendez compte, demain, il va falloir nourrir X milliards de personnes en plus, etc. Mais il faut avoir aussi tous les chiffres. En fait, la production alimentaire actuelle, il y a 30% de pertes. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui pousse au champ et ce qui est consommé au final, il y en a 30% qui disparaissent. Pour différentes raisons. Dans les pays du Sud, c'est plus des problèmes de récolte. C'est-à-dire que c'est au moment de la récolte, ça va être des pertes au champ, que ça soit à cause du mécanisme des appareils de récolte ou d'agression de ravageurs, choses comme ça. Ou de stockage, voilà. Alors que dans les pays du Nord, ça va plutôt être au niveau de la distribution et chez les gens. C'est-à-dire ce qu'on va mettre dans notre poubelle ou les invendus des magasins. Et donc déjà, si on arrivait à économiser 30%, vous voyez, on n'a pas forcément besoin de produire plus ou beaucoup plus, même pour les milliards qui vont venir.
sachant qu'en plus, on a des problèmes de malnutrition, de mauvaise nutrition, on va dire. J'ai appris il n'y a pas longtemps que le nombre d'enfants obèses dépassait le nombre d'enfants sous-nourris. Donc voilà, en fait, on a plus un problème de distribution, de répartition que de production. Et donc ça, voilà, c'est des choses aussi qu'il faut avoir en tête pour ne pas s'alarmer de certains acteurs qui voudraient être alarmistes en disant « mais vous ne vous rendez pas compte, il va falloir produire plus pour nourrir tous ces gens-là ». Donc voilà, c'est juste aussi pour apporter un peu de nuance dans ce qu'on entend et de dire que il y a sûrement d'autres choses à faire et que peut-être que la situation n'est pas si pire que ça. Et puis il y a une grande partie de l'agriculture qui a pour objectif de nourrir le bétail pour qu'on puisse manger plein de viande. Et si on acceptait de manger moins de viande, il y aurait plus de nourriture. Voilà. Si vous voulez faire quelque chose pour renforcer l'adaptation des espèces au changement climatique, revoyez votre façon de consommer, et notamment les produits carnés. Alors, vous aiderez pas une espèce à migrer, etc., mais vous allez diminuer la pression en gaz à effet de serre, et du coup, moins de besoin d'adaptation sur le long terme. Donc voilà, on ne peut pas aider directement, mais par d'autres consommations, on peut faire vraiment beaucoup. Je vous remercie. En tout cas, ce sera donc une très bonne conclusion là-dessus, puisque ce sont prendre des actions avant que certains qui sont censés les prendre certaines fois les prennent pas le plus rapidement possible. Bon écoutez, je vous remercie. En tout cas, merci au public, en tout cas d'être venus si nombreux ce soir. Et puis merci à vous pour cette discussion, en tout cas très intéressante. Merci. Et puis je tiens à remercier une nouvelle fois l'initiative Avenir commun durable et Benjamin qui est assis au fond de la salle et le Collège de France en général pour nous permettre de mener cette initiative à bien. Merci aussi aux 3 professeurs qui nous parrainent. Jean-Marie Tarascon a dû s'absenter, mais il y a également Dario Mantovani et le professeur Marc Foncave. Et puis je tiens à nous présenter un peu rapidement. Donc, nous sommes une association journaliste étudiante basée à la Sorbonne. Et voilà, donc nous avons eu cette possibilité de faire ces conférences sur le climat, un thème qui nous tient à cœur, en tout cas pour les jeunes, vous pouvez vous en douter. Et puis je vous remercie encore une fois. Une très bonne soirée à vous.